d'alcool là? Là alors. Bah, il faut que tout le monde... Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allô, bonjour. Bonjour à tous. 1, 2, 2. C'est bon? Bonjour à tous. Eh ben, écoutez, déjà, bienvenue. Ça fait bizarre, hein, pour info. Moi, les autres années, j'étais de l'autre côté, c'est-à-dire à votre place. Donc, c'est impressionnant de voir toutes ces personnes devant moi. Mais en tout cas, au nom de l'équipe d'organisation d'Agile Grenoble, je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette édition 2023. Et j'aurai avec moi pour m'aider dans la présentation, j'aurai Vanessa. Et Didier. Et quant à moi, c'est Mine. Alors vous l'avez sans doute remarqué, on est en automne. Il y a la couleur, les belles couleurs chatoyantes de l'automne qui sont arrivées. On a également les belles lumières douces de l'automne. Mais avec, on a aussi le froid. On a le vent, la pluie. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va se réchauffer un petit peu tous ensemble avant de commencer cette nouvelle édition. Et pour cela, je vous ai préparé ce qu'on appelle un icebreaker. On va briser la glace pour pouvoir se réchauffer. Donc, je vais vous donner des consignes qui sont en 4 possibilités. On va faire ce qu'on appelle un stand-up, sit-down. C'est un peu l'équivalent du walk and stop, mais en version amphithéâtre. Donc vous allez avoir une première consigne qui va être « levez-vous » quand vous verrez la flèche. La deuxième consigne, ce sera « asseyez-vous » lorsque vous verrez la flèche vers le bas. Vous allez avoir la consigne de lever les bras lorsque vous aurez le symbole des mains qui se lèvent. Et vous aurez le symbole de clap quand il faudra taper dans les mains. Est-ce que tout le monde est OK avec les règles? Vous êtes prêts? C'est magnifique. J'ai rien besoin de dire. Ouais. Vous comprenez vite les règles. C'est vrai, c'est pas marqué qu'il fallait baisser les bras. Mais il n'y a pas non plus y a pas le symbole de baisser les bras. Ils sont forts, hein. Alors du coup, on va corser un peu parce que vous êtes beaucoup trop forts. Du coup, on va changer un petit peu les règles. Lorsque vous allez voir la flèche vers le haut, c'est qu'il faudra vous asseoir. Lorsque vous allez voir la flèche vers le bas, c'est qu'il faudra lever les bras. Lorsque vous allez voir le signe des bras qui se lèvent, il faudra taper dans les mains. Et lorsque vous verrez taper dans les mains, il faudra vous lever. Je vous laisse 5 secondes pour enregistrer. C'est bon? Vous êtes chaud? Allez. Ouais. Ah. Ouais. Je pense que vous pouvez vous applaudir. Bravo. Donc vous êtes tous prêts, vous êtes tous chauds. Est-ce que vous êtes prêts pour aujourd'hui? Encore une fois? Et du coup, je laisse la main à mes collègues pour la suite. Merci Mine pour cette belle énergie. Je vais vous demander de la garder. On va vous demander de la garder encore un peu, cette énergie.
pour remercier nos sponsors, parce que sans eux, Agile Grenoble ne serait pas l'Agile Grenoble que vous connaissez aujourd'hui. Donc qu'ils soient premium, digitaux ou matériel, un gros big up pour eux, s'il vous plaît. Les orgas, les polos jaunes, sans qui l'événement ne serait pas là. Alors évidemment, on fera aussi remercier les oratrices et les orateurs qui sont tous là pour vous. Je vais juste vous demander aux oratrices et aux orateurs de se lever. Et surtout aussi, un grand merci à vous, parce que sans vous, on n'aurait pas préparé tout ça, donc applaudissez-vous. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vous offre une petite citation que j'aime bien pour vous parler un petit peu du don, parce que finalement, si on est tous réunis aujourd'hui, c'est parce que derrière, il y a tout un tas de petites mains qui s'activent et qui travaillent au sein d'une association qui s'appelle le CARA. Et comme chaque année, c'est vrai que le CARA a besoin aussi de se renouveler. Donc le CARA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Club Agile Rhône-Alpes. Donc on contribue évidemment à l'organisation de cet événement, mais c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres activités qui mobilisent toute l'année les membres de l'association. Donc on organise évidemment des forums ouverts donc dans les entreprises. Merci. Excuse-moi, Franck. Franck, je vais suivre la lignée de Didier. Et ceux qui sont dans une entreprise sur Grenoble, levez-vous s'il vous plaît. Merci. Alors, Franck a parlé des forums ouverts. Les forums ouverts, en fait, on se déplace sur toutes les entreprises grenobloises avec le CARA pour justement faire ce format que vous pouvez découvrir plus tard. Vous verrez, on vous dira tout. Si vous êtes intéressé pour accueillir les forums ouverts, alors c'est super bien parce que ça donne de la visibilité. Venez me voir et dites-moi, on est intéressé pour faire ça. Voilà, je suis reconnaissable avec mes couettes. Voilà, merci. On organise d'autres événements, Agile Games Alpes. On essaie d'organiser le PAF. Cette année, j'espère que ce sera le cas. On organise des meet-up en présentiel, en distanciel. On fait des interventions dans les différentes entreprises aussi de temps en temps pour sensibiliser aussi aux méthodes agiles. On a de la communauté à travers la guilde des Scrum Masters. Et si vous êtes intéressé évidemment pour nous rejoindre, on a besoin évidemment d'avoir des gens avec de l'énergie, avec des idées, avec simplement l'envie de contribuer un petit peu. Peut-être que le meilleur moyen pour nous rencontrer, c'est de venir participer au Carabir. Donc c'est une fois par mois, aux 3 Brasseurs, le mardi soir. Alors ne me demandez pas à quelle fréquence, c'est vraiment selon l'humeur du patron. Le prochain c'est le 12 décembre. Et c'est l'occasion de venir rencontrer des sympathiques caragénaires. Voilà. Donc pour tous ceux que l'aventure intéresse, sachez qu'on est demandeurs, on a besoin de vous. Donc venez nous rejoindre et venez nous apporter votre énergie et votre enthousiasme. Merci. On a le sponsor Librairie Artaud, comme d'habitude, qui vient vendre des livres. Donc, si vous avez envie de trouver des livres sur l'agilité, il y a une petite sélection qui est faite. Allez les voir entre les 2 portes de l'auditorium. Alors, je sais également que vous êtes tous fanats de selfies. Donc, grâce à notre partenaire Material Gumpy, il y a des bornes à selfie qui sont à disposition dans l'atrium. Et vous pourrez vous prendre en photo dans toutes les poses possibles et imaginables. Alors, au niveau du déroulé de la journée. Ah, du coup, c'est pour toi. Comme vous avez pu vous rendre compte en arrivant ce matin, c'est un plan Vigipirate. Ça nous force à avoir quelques mesures. Donc, il y a eu la fouille qu'il y a eu ce matin. Et aussi, on donne des badges pour la journée. On va vous demander de le garder sur vous toute la journée avec votre nom dessus. Pour ceux qui viennent sur plusieurs jours, il y a une couleur différente. Bien sûr, on rappellera demain de porter la couleur de demain.
c'est quelque chose sur lequel on doit passer et on vous remercie pour jouer le jeu. On aurait dû avoir des couleurs différentes. On aurait dû avoir des couleurs différentes. Mais aujourd'hui, on est le mercredi, donc on a la couleur du mercredi. On a le temps d'être agiliste d'ici demain et de trouver une solution pour s'adapter. Du coup, Wi-Fi, si vous voulez vous connecter au Wi-Fi du WTC, espace congrès visiteur, et le mot de passe, il est là. Attention, dans quelques secondes, le QR code va disparaître. Il faut que je vous dise, il y a un truc génial qui va se passer, c'est qu'en exclusivité, on va recevoir cette année la fresque de l'agilité. Alors la fresque de l'agilité, moi à titre personnel, je l'ai découverte il y a 2 ans dans une version bêta expérimentale à Agile Games France, à 7. C'est une bande de joyeux Toulousains, je vous laisserai les découvrir, qui s'appelle Agile Radical. Donc ils ont une vision, vous allez voir, assez forte, assez humaine de l'agilité. Et ils ont construit cet outil. Donc c'est un outil qui se présente, c'est sous la forme d'une fresque. Pour ceux qui connaissent la fresque du climat, c'est un peu le même principe. C'est assez fabuleux. Enfin, en termes de prise de conscience de tous les enjeux au niveau d'une organisation de l'agilité, c'est quelque chose qui émeut. C'est une expérience dont on ne sort pas du tout indemne. Et on vous propose cette année de la vivre en exclusivité à Agile Grenoble. Donc ça se présente sous la forme d'une table. Donc il faut prévoir du temps. C'est, je crois, 2h30 à peu près l'expérience. Donc si vous avez envie de participer, prévoyez-le dans votre agenda. On a une première session cet après-midi, donc après la keynote de l'après-midi, et une deuxième session qui aura lieu demain matin. Donc prévoyez vraiment 2h30. Il y aura 2 tables en parallèle à chaque fois, une quinzaine de participants par table. Donc il y aura pas de place pour tout le monde, donc anticipez aussi évidemment votre présence. Et c'est vraiment une expérience hors du commun pour découvrir l'agilité autrement et à travers une grille de lecture qui est vraiment très humaine et très impactante. Donc je vous conseille vraiment de participer cet après-midi à 14h40 au bout de l'Atrium et demain matin pour ceux qui sont là à partir de 10h. Alors, au niveau du déroulé des sessions, donc si vous avez la moindre question, polo jaune. Et tout ça pour répondre à vos questions, pour vous aider si besoin. En tant qu'agiliste, on adore manger, on adore les rôtis. Et ce n'est pas de celui-ci qu'on va parler, c'est que vous allez avoir en sortie de chaque salle un rôti. On aime bien les feedbacks, on en redemande justement pour notre fameuse boucle de rétroaction. Et donc vous allez avoir ces fiches-là en sortie de chaque salle avec des gommettes pour venir positionner une gommette sur une ou plusieurs gommettes sur les items qui vous semblent importants à notifier aux keynoteurs ou aux orateurs que vous aurez vus. Alors, vous n'aurez pas des rôtis à midi, par contre, si elle était facile. Comme d'habitude, nous travaillons avec la fine fourchette en toute collaboration et comme chaque année, nous essayons d'innover un petit peu. Par contre, nous sommes restés sur la base des repas chauds qui ont été appréciés l'an dernier et du réutilisable. Donc, il n'y a pas de jetable. Plat chaud à midi qui va se séparer en 2 choix, dont un sans gluten. Donc, il n'y a plus besoin pour les sans gluten de se manifester. Si jamais vous avez d'autres allergies, venez me voir, on verra ce qu'on peut faire. Et pour éviter le gaspillage, si vous savez qu'à midi, vous n'allez pas manger là, scannez le QR code, ça évitera de sortir des repas inutiles et on pourra éventuellement les donner par la suite, car ils n'auront pas quitté la chaîne du froid. Donc voilà. Mais vous êtes les bienvenus pour manger ici à midi, évidemment. En fin de journée, pour pouvoir débriefer un peu de chacune des confs que vous avez vécues ou simplement continuer un peu l'expérience, il y a Zenica qui offre la bière, donc à 17h45 chaque jour. N'hésitez pas à venir, ce sera un bon moment de partage et d'échange. Merci Zenica. Merci Zenica. Ce soir, pour ceux qui sont inscrits, il y a la soirée jeu après l'apéro de Zenica. Et pareil pour le forum ouvert. Donc vendredi, il y a la journée du forum ouvert. Il reste aussi des places. Donc vous pouvez aussi, en scannant le QR code,
avoir accès à la billetterie. La seule contrainte par rapport à la billetterie qu'il y avait avant, c'est que ce sera des billets sans repas inclus dedans, parce que forcément, il fallait qu'on prévoie un peu en avance. C'est une question. Du coup, on vous remercie tous pour votre venue, car comme on l'a dit, c'est grâce à vous qu'on fait cet événement chaque année. Et du coup, on vous invite à découvrir la première keynote de la journée, qui est la keynote de Claude Aubry, que je vais inviter sur scène pour vous présenter l'agilité de la décroissance. C'est bon, là? Le micro, ça va, très bien. La présentation... Elle arrive, parfait. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand honneur pour moi de faire cette keynote d'ouverture à cette conférence Agile Grenoble. Alors d'autant plus que cette année avec le thème sur l'agilité de demain. Présenter l'agilité de demain, moi qui suis probablement le plus vieux dans l'assistance. Enfin, un des plus vieux, le doute est permis. Alors vous êtes venus pour savoir ce que sera l'agilité de demain, c'est ça? Bon, bah revenez demain. Hein. Revenez aussi après-demain. Moi, je vais vous parler de l'agilité de lundi. Celle que vous pourrez mettre en œuvre quand vous retournerez dans vos entreprises, dans vos équipes. Donc l'agilité de lundi, je vais essayer de vous montrer un chemin donc, qui est celui de l'agilité de la décroissance. Alors je vais clarifier, hein, le titre de ma session, c'est pas l'agilité décroissante. Alors remarquez, j'aurais pu parler du déclin de l'agilité. Parce que j'étais venu ici faire la keynote d'introduction d'Agile Grenoble en 2010. En 2010, c'était en pleine croissance de l'agilité. Et 13 ans après, j'aurais pu parler des évolutions de l'agilité et puis de dire c'est un peu le crépuscule de l'agilité, hein, comme je l'ai écrit dans un article. Mais pas du tout. Je ne vais pas vous parler de déclin, je vais plutôt vous présenter et vous donner un regard profondément optimiste sur le devenir de l'agilité. Alors, je commence donc par la page des sponsors. Alors, sachez que si vous me suivez dans la voie de la décroissance et que si tous ensemble, nous mettons en œuvre la décroissance et encore plus largement dans toutes les entreprises, eh bien, la publicité, c'est un des domaines qui va disparaître. Voilà, mais comme le disait Franck, hein, le don, c'est important, il va rester. Donc, voilà, je remercie les donateurs qui permettent cet événement. Alors, je vais quand même essayer ça, tac. Ouais, ça marche. Merci aussi aux dessinateurs qui m'ont donné les dessins que vous allez voir dans cette présentation. Alors, ce sont les dessinateurs de mon livre, Patrice Courtiat pour les 6 éditions de Scrum, et Étienne Appert pour l'art de devenir une équipe agile.
Merci Patrice, merci Étienne de m'avoir donné vos œuvres que je réutilise toujours avec beaucoup de plaisir dans les présentations. Alors ils ont deux styles bien différents hein, que vous reconnaîtrez aisément dans les slides. Alors, pour illustrer la présentation, j'ai retrouvé dans mes archives un dessin. Alors, un dessin de Patrice Courtiade. C'est un dessin qu'il m'avait proposé pour la première version de mon livre en 2009. Et sauriez-vous reconnaître à quoi il était destiné? Qu'est-ce qu'il voulait illustrer dans l'agilité? Un burn-down chart. Ah, ouais, un burn-down chart. Un burn-down chart. Et finalement, je ne l'avais pas retenu dans le livre parce que, à l'époque, moi, j'étais probablement comme vous, dans la croissance. Et les courbes qui descendaient, voilà, ça ne donnait pas une impression d'effort, de travail. Alors, je ne l'avais pas gardé. Mais là, en regardant ça, je me suis dit, c'est le dessin idéal pour illustrer l'agilité de la décroissance. D'autant plus qu'il y a un vélo. Et quoi de mieux que le vélo comme symbole de la décroissance? Donc une courbe qui descend, on la retrouve dans l'idée de la décroissance. Et l'indicateur qu'il faut faire descendre, c'est le PIB. Alors j'ai fait ce schéma pour m'expliquer ce que j'avais compris de la décroissance en fait, et pour montrer donc qu'il s'agissait d'une transition. Depuis des années, nous vivons dans la croissance, donc la croissance de l'économie, la croissance du PIB, et donc ça a pour impact d'augmenter l'empreinte écologique. Donc nous accumulons une dette, qu'on peut qualifier de dette écologique. Et donc l'idée de la décroissance, c'est d'agir le plus tôt possible, sinon la dette va s'accumuler, pour revenir à un seuil qui est représenté par cette ligne en pointillé, qui est la biocapacité de la planète, donc la limite de régénération. Donc la décroissance, c'est en fait une transition pour nous amener à la post-croissance. Alors vous comprenez que si on agit plus tard, la décroissance risque de suivre une pente un peu plus raide. Voilà, on parlera à ce moment-là d'effondrement. Voilà, donc c'est pourquoi il est préférable donc, de mettre en place la décroissance le plus tôt possible. Alors le livre qui m'a fait comprendre et qui m'a inspiré pour cette présentation, c'est le livre de Timothée Paric, Ralentir ou périr. Donc c'est un livre qui est sorti, je crois, au printemps. Je remercie Claude Andrieux de me l'avoir recommandé. C'est un ouvrage économique, c'est de l'économie, mais c'est un ouvrage qui est très accessible et qui est facile à lire. Peut-être certains d'entre vous ici l'ont lu. Timothée Paric, Ralentir ou périr, non, pas grand monde. Donc, c'est son ouvrage qui a fait que je suis ici aujourd'hui. Alors, je l'ai lu au mois de juin, et c'est à ce moment-là que les organisateurs m'ont demandé si je n'aurais pas un sujet à proposer pour cette année. Alors là, je me suis dit, banco. L'agilité de la décroissance.
Voilà. Car si je connaissais déjà un peu la notion de décroissance, voilà, ce livre m'a vraiment donné le déclic. Et en le lisant, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de points communs entre l'agilité et la décroissance. Voici la définition que Timothée Paric donne de la décroissance. Donc une réduction de la production pour alléger l'empreinte écologique, comme on l'a vu sur la courbe, planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Alors, les nombreux points communs qu'il y a entre l'agilité et la décroissance, c'est d'abord l'âge. L'agilité date du XXe siècle, et la décroissance aussi. La décroissance est venue un peu avant, on a commencé à en parler dans les années 70, mais ça n'a commencé à décoller comme l'agilité que vers 2002-2003, avec de nombreux articles, de nombreux livres qui sont parus sur le sujet. Voilà, j'ai même découvert, donc, en étudiant un peu la décroissance, qu'il y avait un journal, La décroissance, le journal de la joie de vivre, voilà, qui paraissait depuis 2004, voilà, tous les mois. Alors, comme l'agilité, la décroissance est à la fois un mouvement de pensée et une méthode. Alors, une méthode dans l'économie pour la décroissance, bien sûr. Comme l'agilité, la décroissance n'est pas facile à définir. Ouais, Timothée Paric a donné une définition assez longue, voilà, souvent aussi pour expliquer l'agilité. Voilà, il faut dire pas mal de choses dessus, donc l'agilité, la capacité d'une équipe à produire régulièrement de la valeur pour ses utilisateurs, en s'adaptant au changement dans un contexte turbulent, voilà, qui est encore donc celui que nous avons aujourd'hui et qui, voilà, peut pousser en tout cas à passer à la décroissance. Comme l'agilité, la décroissance est souvent critiquée et parfois moquée. Alors, l'agilité est moquée, hein, je me suis fait traiter pas mal de fois de bisounours. Je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, en parlant de l'agilité. Ouais. C'est gentil encore, bisounours. Ouais. Pour la décroissance, c'est sûrement un peu moins sympathique, hein, quand on est traité de décroissant, qu'on nous compare à des amiches. Voilà, c'est pourquoi de nombreuses personnes, personnes impliquées dans la décroissance n'utilisent pas ce mot-là, en fait, hein, et parlent de sobriété, ou d'accroissance, ou de post-croissance. Voilà, moi je vais garder les mots de Timothée Paric. Voilà, donc ce mot qui déclenche des controverses, hein, bien sûr, parce que, bah, évidemment, plus il est dans un domaine qui concerne plus de monde que l'agilité, qui est l'économie. Alors, Timothée Paric, donc vous l'avez vu, hein, il est tout jeune. Il fait de nombreuses conférences. Alors, si vous n'avez pas lu le livre, il se lit facilement, mais il a plein de conférences dans lesquelles on le voit, il est très brillant et très convaincant. Des podcasts aussi. Voilà, et donc l'association de l'agilité et de la décroissance, voilà, me paraît de nature à rendre la décroissance un peu moins utopique. En fait, la décroissance, c'est une utopie. Voilà, comme le dessin d'Étienne Appert le montre ici, vous avez une utopie. Une utopie, c'est donc quelque chose qui va vous guider, hein, qui définit un projet de société parfaite. Hein. Voilà, et pour nous, donc, ce sera la post-croissance. Et donc l'association de l'agilité et de la décroissance me paraît de nature à rendre la décroissance actionnable, donc de donner plus de capacité à
à la décroissance. Mais tout d'abord, il me faut parler d'objections sérieuses qu'on peut avoir, donc de formes d'opposition. Je vais en citer 3 à la décroissance et je vais y répondre avec le point de vue de l'agilité. La première objection, c'est le technosolutionnisme. Le technosolutionnisme, vous en connaissez peut-être. Alors je n'évoquerai pas donc les climato-sceptiques ici, mais je vais parler donc de technosolutionnistes. Vous en connaissez probablement dans votre famille, vous l'êtes peut-être. Alors c'est ceux qui contestent la décroissance, en fait, qui considèrent la décroissance comme le mal, en pensant qu'on peut continuer à faire confiance à la technologie pour trouver des solutions, qu'elles vont apparaître, évidemment, comme on a toujours trouvé des solutions depuis des années, et donc on va encore en trouver pour répondre aux enjeux climatiques. Alors, le chef de file de ces technosolutionnistes pourrait être Elon Musk, mais j'ai choisi de vous parler de Marc Andreessen. Marc Andreessen, c'est un ancien développeur. C'est lui qui est à l'origine de... Alors ça remonte à loin, vous n'étiez pas né. C'est lui qui est à l'origine de Mosaic, qui a donné naissance à Netscape et qui a donné naissance à Firefox. Alors Marc Andreessen, maintenant, il doit être capital risqueur dans la Silicon Valley. Et il avait sorti un slogan que j'ai pas mal utilisé dans les présentations il y a une quinzaine d'années. C'était un gros poisson qui mangeait des petits et c'était écrit « Software is eating the world ». Voilà, pour montrer donc l'importance que prenait le logiciel dans l'économie et dans le monde en général. Voilà, alors il vient du logiciel, mais en tout cas, son manifeste, il n'est pas très agile, c'est même l'antithèse de l'agilité. Dans son manifeste, il dit « Nous sommes tous des requins ». Voilà, donc il est plutôt dans l'esprit de compétition, Marc Andreessen. Et bien entendu, donc, il défend et met en avant l'IA, l'intelligence artificielle, en disant donc que l'IA est notre alchimie, notre pierre philosophale. Avec l'IA, nous pouvons faire parler le sable. L'IA est la solution universelle à tous nos problèmes. Donc voilà ce que dit Marc Andreessen. Alors, quand on sait quel est déjà l'impact phénoménal sur l'empreinte écologique de l'IA, voilà, on peut craindre des problèmes, peut-être l'effondrement, avant d'avoir des solutions qui permettent donc de diminuer l'empreinte écologique. Et c'est ce que disent les scientifiques. Que des choses comme le stockage de CO2, l'injection dans l'atmosphère, donc donneront peut-être des résultats, mais que c'est très incertain. Alors, la réponse à l'objection, alors je reprends la réponse de Timothée Parikh, la réponse à cette objection, c'est de dire le découplage, c'est pas possible. Le découplage entre la croissance et l'écologie, ça n'est pas possible. Continuer à croire qu'on peut avoir encore de la croissance et qu'en même temps on va diminuer l'empreinte écologique, c'est ce qu'on appelle la croissance verte, ça ne marche pas. Et Timothée Parikh est assez convaincant sur ce sujet-là. Alors moi je rajouterais que voilà, peut-être il y aura des choses qui marcheront, mais que ce n'est pas tout de suite, et donc je vous propose d'agir maintenant plutôt que d'attendre des résultats hypothétiques. Deuxième objection, c'est ceux qui disent bah oui, il faudrait faire quelque chose, mais c'est pas à nous de le faire.
c'est pas à nous de le faire, c'est pas à notre niveau qu'on va le faire. Si il y a des problèmes, et effectivement il y en a, c'est plutôt au niveau des États que ça doit se régler. Et en particulier, les États-Unis, la Chine, c'est eux qui ont une forte empreinte, donc on attend qu'ils fassent quelque chose pour agir. Donc cette planification étatique, elle sera peut-être nécessaire, mais ça va prendre du temps. Et donc, d'ici là, il est préférable aussi de commencer. Donc la réponse à cette objection, c'est de faire une lutte fractale. Donc une lutte fractale, ça veut dire une lutte à tous les niveaux. Si vous pensez qu'une story, vous pouvez la remplacer par une autre qui est moins énergivore, faites-le. Si vous pensez qu'une fonctionnalité n'est pas utile, vous ne la faites pas. Vous pouvez agir à votre niveau, en tout cas en tant que membre d'une équipe agile, vous avez votre mot à dire et vous pouvez le faire. Troisième objection, c'est le vertige de l'échelle. Le vertige de l'échelle, on est tous abreuvés d'informations qui viennent des médias sur le réchauffement climatique. Il y a des données partout. C'est ce que Timothy Morton, donc l'auteur de Être écologique, appelle le dépotoir d'informations. Donc vous voyez tout ça, et donc ça vous sidère. Vous êtes comme au cinéma où vous regardez passer un film et voilà. Donc vous êtes bloqué et donc vous avez du mal à agir. Donc Timothy Morton nous explique aussi que le changement climatique, c'est un hyper-objet dont la complexité échappe à nos humbles cervelles. Donc la complexité, pour ceux qui ont assisté à des conférences, les années passées, vous avez sûrement vu une présentation de Cynefin, ou Cynefin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui présente les domaines complexes, compliqués. Voilà, on présentait ça en disant que l'agilité était faite pour attaquer la complexité. Voilà, donc c'est la réponse que je vous donne. L'agilité est faite pour attaquer la complexité en faisant des expérimentations. Voilà, donc l'agilité telle qu'on la connaît actuellement, elle permet déjà de répondre à ces objections, et en fait, elle possède en elle des principes et des pratiques qui sont non seulement compatibles avec la décroissance, mais qui peuvent aussi la porter. J'en ai sélectionné 5 de pratiques ou principes de l'agilité telle qu'elle est actuellement, et qu'on peut utiliser dans l'objectif donc de la décroissance tel que on l'a vu avec Timothée Parikh. 3 de ces actions viennent de la triade du GIEC. Voilà, donc le GIEC, ce sont des scientifiques, et dans leur dernier rapport, le GIEC préconise donc de passer à la décroissance, et dans le plan d'action, il propose 3 actions, donc éviter de faire des choses, substituer des choses, des composants donc, qui consomment moins à d'autres qui consomment plus, et puis améliorer ce qu'on ne peut pas substituer. Voilà, donc ces notions-là, on trouve déjà des moyens de les faire avec l'agilité. Le premier, c'est éviter. Éviter de faire des choses. Alors là, je suis simplement allé rechercher dans le manifeste Agile de 2001. Le manifeste Agile de 2001, le 9e principe, c'est la simplicité. La simplicité, alors c'est dit, l'art d'éviter de faire des choses inutiles est essentiel. Je crois que c'est ça. C'est un peu compliqué parce que c'est une double négation. Voilà, donc en tout cas, c'est l'évitement, et ça fait partie vraiment donc, des principes de l'agilité depuis 2001. Éviter de faire des choses inutiles, on le trouve on le retrouve dans l'acronyme IAGNI, pour ceux qui sont dans le code. Le principe d'évitement.
Deuxième principe qu'on retrouve, et là c'est beaucoup moins intuitif, c'est la substitution. Alors, la substitution, j'ai pris l'exemple des story points et du planning poker. Alors, pourquoi? Parce que le planning poker, déjà, c'était une pratique qui permettait de réfléchir en points, c'est-à-dire une unité qu'on ne reliait pas à du monétaire, directement avec des euros, ou indirectement avec des hommes-jours ou des heures que les managers pouvaient transformer tout de suite en euros. Donc, penser, réfléchir avec des notions de valeur relative, c'était déjà quelque chose de révolutionnaire à l'époque, où on avait l'habitude donc de faire des plannings avec des hommes-jours. Donc, planification sans unité. Un autre point qu'on peut noter dans le planning poker, c'est que c'était une pratique démocratique. Une pratique démocratique. Là aussi, moi, quand j'ai découvert le planning poker en 2005 en lisant le livre de Mike Cohn, Agile Estimating and Planning, quelque chose comme ça. Voilà, donc on avait une façon de discuter, donc de délibérer sur une story, et puis ensuite de voter, où chacun avait le même poids pour voter et pour se mettre d'accord sur le nombre de points à associer à une story. Voilà, donc c'était quand même quelque chose de révolutionnaire. Alors, en quoi c'est de la substitution? Les points de story ont permis de faire l'échange de story, en fait, quand on avait des points et qu'on voyait une story qui apportait plus de valeur qu'une autre qui avait le même point, c'était facile de changer, cette story par une autre. Alors, malheureusement, la récupération de la notion de vélocité par le management a tout gâché. Ça fait des années que je ne prône plus l'usage du planning poker, qui était pourtant quelque chose d'intéressant. Qui fait encore du planning poker dans la salle? Ah oui, quand même, un bon tiers encore pratique le planning poker. Voilà, donc pratique démocratique. Après, voilà, si l'usage n'est pas perverti, c'est une excellente pratique qui permet donc la substitution. Troisième point sur l'amélioration, la notion de dette technique. Donc la dette technique, c'est en 91 que Ward Cunningham a lancé cette notion, qui a été reprise dans l'agilité des années plus tard et qui a donné son nom à la non-qualité dans le code. La non-qualité, maintenant on parle de dette technique. Alors en fait, la dette technique représente un capital d'amélioration. Rembourser la dette technique, eh bien, c'est améliorer la valeur du produit, du code qu'on a développé. Donc, dans la dette technique, il y a deux aspects. Voilà, et ça met l'accent sur une notion fondamentale pour la décroissance, qui est la notion de maintenance. Rembourser la dette sur l'existant, et puis ne plus créer de dette sur ce qu'on fait de nouveau. Et de la maintenance du code à la maintenance de la planète, avec la dette écologique, c'est la même idée qu'il faut conserver. On a accumulé de la dette écologique, utilisons ce que nous savons sur la dette technique pour essayer de limiter et de réduire cette dette écologique. Alors, on sait donc qu'il y a des limites planétaires à ne pas dépasser, et c'est le point suivant donc de l'agilité, c'est agir avec des contraintes. L'agilité, depuis le début, nous fait agir avec des contraintes. Scrum, c'est des limites de temps. Kanban, on a des limites de quantité de travail. Et puis, on a une pratique
qui s'appelle la définition de fini, qu'on peut coupler à la définition de prêt, qui est la pratique qui permet en fait de prendre en compte des contraintes, et donc on peut imaginer aisément de rajouter des contraintes pour l'empreinte écologique sur une définition de prêt, une définition de fini, voilà, pour les prendre en compte. Le point suivant, qui est le dernier des 5, c'est la notion de rythme soutenable. Donc là aussi, là on est dans le bien-être. Là aussi, je reviens au manifeste agile de 2001. Et donc, le principe de rythme soutenable, il doit être énoncé comme ça. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les clients peuvent suivre un rythme de développement, donc peuvent faire du développement à un rythme constant de façon indéfinie. C'est-à-dire, on a vraiment ici la notion de soutenabilité. Maintenant, on parlerait aussi de résilience, voilà, pour dire donc une équipe peut vivre longtemps à son rythme. Et donc ça va complètement à l'encontre des notions de vitesse, hein, qui sont souvent associées à tort à l'agilité, bon, peut-être aussi à cause de cette idée de vélocité qu'on a évoquée tout à l'heure. Alors, nous venons de voir, avec ces pratiques et ces principes de l'agilité pour la décroissance, qu'il y a adéquation sur de nombreux sujets entre l'agilité et la décroissance, une même philosophie, une même communauté de pensée, des principes et des pratiques de l'agilité qui vont bien pour la décroissance. Il est temps de passer à l'agilité de la décroissance en montrant comment elle devrait évoluer pour contribuer à la transition. Donc, je vais présenter 2 inflexions, mais tout d'abord rappeler qu'il s'agit vraiment, dans les 2 cas, de ce qu'on appelle un changement de paradigme, un changement de modèle. Donc, passer du management moderne, si on veut, à l'agilité, demande un changement de paradigme, et évidemment passer de la croissance à la décroissance aussi, et probablement encore plus, vu que la portée est plus grande. Alors Serge Latouche est un théoricien de la décroissance, hein, depuis une quinzaine d'années. Il a écrit de nombreux livres, et il nous dit donc que la décroissance renvoie à une sortie de la société de consommation. Timothée Parric, lui, dit que la décroissance, ça veut dire qu'il faut en finir avec le capitalisme. Sortie de société consommation, fin du capitalisme. En tout cas, il s'agit d'un changement important, donc d'un changement de modèle qu'il faut entreprendre. Donc, changement de modèle pour l'agilité, si on veut faire de l'agilité de la décroissance, donc changer de modèle. Et donc, je vous propose 2 inflexions à l'agilité pour qu'elles puissent donc contribuer à la décroissance. Donc, la première, elle concerne ce qu'on appelle le modèle de valeur. Le modèle de valeur. Donc, la notion de valeur est associée à l'agilité depuis le début. Le manifeste agile dit dans son premier principe que l'objectif est de fournir aux clients régulièrement des fonctionnalités de valeur. Donc, il associe la notion de valeur au client. C'était probablement pas une bonne idée, parce que la notion de client, elle est floue. Un client, ça peut être compris comme un utilisateur, mais ça peut être aussi compris comme le commanditaire, ça peut être compris comme le sponsor, voire comme l'actionnaire. Donc il y a une confusion, probablement, qui a amené à utiliser, plutôt que ce qui aurait dû être le cas, puisque
L'agilité est centrée sur les utilisateurs. On devrait parler de valeur d'usage. La valeur d'usage, elle est peut-être mise en œuvre à certains moments, mais bien souvent, dans les moments importants des projets, on parle plutôt de valeur d'échange, donc ce qui revient à avoir de la valeur économique ou de la valeur monétaire associée au projet. Voilà, donc, première chose à faire, c'est faire la distinction et puis privilégier dans l'agilité la valeur d'usage. Ce que nous a amené l'agilité aussi, avec son centrage sur l'équipe, c'est de réfléchir à d'autres formes de valeur. Donc, l'équipe, on a mis en avant dans les équipes le fait qu'il faille apprendre grâce au feedback. Donc, apprendre grâce au feedback, ce n'est pas de la valeur immédiate, c'est plutôt ce qu'on va appeler de l'investissement. Donc, dans une équipe, on investit par les rétrospectives notamment, on investit pour que les équipes puissent continuellement apprendre. Ça, c'est sur les compétences ou les capacités des membres de l'équipe. Le bien-être de l'équipe est aussi important en agilité. Donc, on peut parler là donc de mise en avant de la valeur sociale, mais interne, donc avec les coéquipiers de l'équipe. Et puis, enfin, avec la notion de dette technique, l'agilité a mis l'accent sur le résultat, le produit, le service qu'on va faire, et la dette technique nous pousse à prendre soin donc, de ce résultat pour qu'il puisse donc durer longtemps et être donc soutenable. Pour aller plus loin, donc, il est temps de rajouter le prendre soin du vivant. L'agilité est faite pour faire des projets, faire des produits, donc donner des résultats. Ces résultats, ils ont un impact évidemment sur les utilisateurs, mais plus largement, donc, le vivant, ça va être prendre soin des gens, donc avec se préoccuper de la valeur sociale élargie et prendre soin de la terre, avec la notion donc de valeur écologique pour les nouveaux développements qu'on va faire et la notion de dette écologique sur les produits qui existent déjà et qu'il faut bien maintenir. Voilà donc la première inflexion sur la valeur. La deuxième inflexion, ça consiste à amplifier l'autonomie des équipes. Alors, on parle déjà d'auto-organisation dans les équipes. L'auto-organisation, c'est bien, mais dans l'agilité, dans la pratique, elle n'est pas toujours bien appliquée. Et il est probablement temps de l'amplifier un peu. Pour donc, suivre ce que nous dit Alain Suppiot ici, qui est donc un spécialiste du droit du travail. Alain Suppiot nous dit, ça serait le moment quand même, de permettre aux travailleurs de peser sur ce qu'ils font et la façon dont ils le font. Dans l'agilité, les travailleurs de l'agilité, ils pèsent déjà sur la façon dont ils le font, sur le comment, puisqu'on parle d'auto-organisation sur le comment, probablement un peu moins sur le quoi, quoi faire. Alors, quoi faire il y a bien quand même un rôle dans une équipe, le product owner. Product owner. Qu'est-ce que ça veut dire si on prend littéralement le product owner? Un propriétaire de produit. Alors, il y a quelques années, j'aimais pas trop dire ça, que le PO était propriétaire du produit. Mais là, aujourd'hui, le PO est propriétaire du produit. Donc, ça veut dire, comme le PO est dans l'équipe, que l'équipe est propriétaire du produit. Dans les équipes, vous êtes propriétaire du produit que vous faites. Alors finalement, on pourrait se dire, pour élargir l'auto-organisation, voilà, on n'a plus besoin de PO. L'équipe est propriétaire du produit. L'équipe sait s'auto-organiser. Les travaux sur le produit,
il y aura des responsabilités qui peuvent être prises à tour de rôle. Voilà. Personnes peuvent prendre le leadership sur telle fonctionnalité, un peu comme on fait dans FAST. On n'a plus besoin de product owner. Voilà. Ce qui est important dans cette notion-là, c'est que c'est donner à l'équipe la capacité d'agir sur le produit. Donc de prendre des décisions elle-même sur le produit, sur ce qui va être fait. Qui est mieux placé que l'équipe pour savoir ce qui doit être fait? Alors évidemment, l'équipe, elle va communiquer, dialoguer avec les utilisateurs, les parties prenantes, mais c'est elle qui devrait en être responsable. Je prends un exemple d'une fonctionnalité que vous avez peut-être découvert aussi, que vous voyez en utilisant SNCF Connect. J'ai encore pris un billet de train la semaine dernière. Donc SNCF Connect, vous prenez votre billet et après, on vous propose un truc comme ça. Ah ouais, vous pouvez gagner 13,67 €. Ah non, c'est un peu plus, là. 16,87 € en cliquant ici. Alors on sait évidemment, vous êtes dans le développement, vous savez que derrière, il va y avoir appel à un prestataire extérieur qui va vous proposer de vous abonner. Et donc, il y a des développeurs qui ont écrit ça. Eh bien, les développeurs, si ils pensent que c'est toxique, il faut qu'ils disent non, on ne fait pas ça. Qu'est-ce que c'est que mettre des trucs pareils et les laisser dans une application? Surtout une application qui a vocation publique. Hein, on va pousser donc des utilisateurs à s'abonner à des services, donc ça va leur coûter plus cher, aucune valeur d'usage. Voilà. Sûrement, on va augmenter la valeur écologique avec des liens en plus. Enfin, c'est surtout au niveau éthique, c'est quand même quelque chose de scandaleux que, voilà, je pense que les développeurs sont en capacité à dire non à ce genre de choses. Alors, pour aller plus loin, il faudrait développer ce qu'on appelle les communs. Développer les communs. Donc, qu'est-ce que c'est que les communs? Eh bien, ce sont des produits, des résultats qui sont mis à disposition des communs. Alors, les exemples les plus connus, hein, c'est Wikipédia, que vous utilisez quasiment tous les jours. Le noyau Linux, voilà, tous ces projets donc, qui sont des projets open source, ils mettent en commun le résultat. Et donc, probablement que pour passer à la décroissance, hein, il faudra plus de communs, c'est-à-dire que les développements qui soient faits, l'exemple de SNCF Connect par exemple, ça pourrait être un commun. Voilà, donc la propriété collective du produit, tous PO, prise de décision démocratique, oui, l'agilité est déjà bien armée, avec le consentement, avec la prise de décision par sollicitation d'avis, hein, ce qu'on appelle l'advice process. L'agilité est bien armée pour les prises de décision démocratiques. Voilà. L'agilité, donc les deux inflexions. Alors, voilà, l'autre point qu'on peut aborder ici, c'est qu'en plus donc, de ces inflexions qui auront un impact sur le produit, le fait d'augmenter l'autonomie de l'équipe, ça va permettre de réduire la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand les actions que vous faites ne sont pas en accord avec vos idéaux. Donc, par exemple, il y a peut-être des développeurs à SNCF Connect qui n'étaient pas d'accord, mais qui l'ont fait quand même. Ils l'ont fait quand même. Donc, ça crée de la dissonance cognitive, c'est difficile à vivre, ça crée de la souffrance au travail. Donc, étendre l'autonomie de l'équipe, ça devrait permettre donc, de faire cet accord et de diminuer la dissonance cognitive. Voilà, donc après les inflexions, je vais vous proposer quelques outils pour la transition, donc pour la transition vers l'agilité de la décroissance. Ce sont des outils
qui vous sont offerts par le collectif Agile Radical, voilà, donc, que Franck a évoqué tout à l'heure, donc un collectif dont les membres sont présents ici pour la fresque. Alors juste un petit, peut-être un petit rectificatif sur la fresque, pas un rectificatif, mais une suggestion. La fresque, Franck a dit effectivement que ça durait longtemps, 2 heures. On va essayer cet après-midi de faire une blitz fresque. C'est une expérimentation, hein, parce qu'on comprend que peut-être 2h30, ça va être long pour vous, ça vous fait rater des sessions. Si certains d'entre vous veulent assister à des parties de la fresque, ça devrait être possible cet après-midi avec les blitz fresques. Voilà, donc l'agilité radicale, en fait l'agilité de la décroissance, c'est radical, en fait. Alors, les fresques sont à la mode, hein, effectivement. Quels sont ceux qui ont déjà participé à une fresque du climat ou de la mobilité ou des récits ou d'autres choses? Voilà, une moitié presque, d'accord, très bien. Alors, donc, pas de fresque là, mais un ovni. Un ovni. Donc, OVNI a été créé au moment de la diffusion sur Canal+ de la série OVNI. Voilà, une série qui parlait un peu de technosolutionnisme d'ailleurs, voilà, mais très drôle, hein, bien plus drôle que le manifeste de Marc Andreessen. Voilà. Observation des valeurs non industrielles. Bon, c'est l'acronyme qu'on a trouvé, hein, pour faire OVNI, et c'est un outil qui permet de prendre en compte l'empreinte écologique et la valeur sociale. Donc, alors avec cet outil, hein, comme dans toutes mes présentations, pas de chiffres, je ne donne pas de chiffres. Il s'agit donc de définir des valeurs, et comme dans l'idée du planning poker, c'est de définir par comparaison donc de valeurs relatives, de faire des priorités en tenant compte donc d'abord de la valeur écologique et ensuite de la valeur sociale et puis ensuite de la valeur économique. Voilà, alors cet outil, il s'adresse à des stories, des fonctionnalités, et c'est vraiment un outil qui permet donc de prioriser dans le backlog qui va être utilisé. Donc si ça rentre dans le backlog, ça va influer sur le résultat qui va être fourni aux parties prenantes, hein. Par exemple, si on introduit, on décide de prioriser la production de pommes, et ben là, on va dire que les pesticides, c'est pas pour nous, donc on va pouvoir produire des pommes sans pesticides facilement. Bon. Alors, OVNI, c'est d'abord tactique, c'est un outil tactique, hein, à travers l'observation et la conversation qui permet de prendre conscience, essentiellement parce que nous pensons que la prise de conscience, c'est le premier pas vers l'action. Deuxième outil, là, je vous présente une carte de police, en fait. Deuxième outil, voilà, Karma Police. Ça vous parle du point de vue musical, Karma Police? Vous n'étiez pas né, hein? Radiohead, oui. Radiohead, tiré d'un... voilà, Karma Police, c'est tiré de George Orwell, 1984, la police de l'esprit. Voilà, donc on avait donc à l'agilité radicale, on avait créé un outil qui s'appelait Karma, hein, un kata d'amélioration radicale de la maîtrise de l'agilité, hein, qui était un outil permettant d'améliorer la façon de travailler. Et on a adjoint Police, hein, dans le même esprit, mais orienté produit. Donc Police, c'est un outil au niveau stratégique, en fait. Il est basé sur l'impact mapping et les OKR. Voilà, les OKR, je crois qu'il y a des présentations dessus dans les 2 jours qui viennent. L'idée simple, c'est d'avoir un outil qui nous permette de planifier au niveau d'une saison en partant des objectifs. C'est une planification. Police, ça veut dire planification par objectif, en relation avec des impacts clés. Donc, par saison, donc qui sont les trimestres, hein, moi j'appelle ça des saisons, par trimestre, on va définir des objectifs. Donc, les méthodes OKR préconisent de ne pas avoir beaucoup d'objectifs. Donc, on peut par exemple en avoir un fonctionnel sur le produit, d'avoir un objectif écologique et un objectif social. Voilà.
Donc là, c'est un exemple qui est tiré de mon livre Scrum, oui, sur Pitic, donc un refuge pour les animaux. Donc ça permet d'avoir une planification stratégique et d'influer sur ce que va devenir le produit. Donc on peut déjà faire des choses au niveau de l'équipe, avec donc des inflexions tactiques et stratégiques. Mais ça a quand même des limites. Ça a quand même des limites, parce que sur ce genre de projet, ça va être difficile d'influer au niveau avec l'agilité telle qu'on vient de le voir. Vous avez une idée de ce que c'est ? Alors, c'est une photo qui est fournie par le collectif La Voie est libre, qui donc s'oppose à la construction de l'autoroute A69. Alors, vous voyez, il y a pourtant de l'agilité ici. Donc, vous voyez, l'arbre du milieu, c'est ce qu'on appelle les écureuils. C'est des personnes, des activistes qui viennent dans les arbres pour éviter qu'ils ne soient abattus. Et donc, on a abattu tout autour d'eux et voilà, ils restent ici. Donc, c'est un peu dérisoire. Et donc, effectivement, ça montre que l'agilité de la décroissance, on peut faire des choses au niveau d'une équipe, mais que ça ne suffira pas, qu'il faut aller plus loin. Et ce que je vous propose... Alors, voilà, peut-être qu'effectivement, pour des projets comme ça, qui représentent vraiment l'archétype du vieux projet qui a été défini il y a une quinzaine d'années et dont on a fait un plan, donc maintenant on va le suivre et tout pour faire cette autoroute, alors que les enjeux ont changé. Peut-être que sur des projets plus en liaison avec le numérique, dans notre domaine, comme la 6G, voilà, il est encore temps d'agir et que vous pouvez agir dans vos équipes. Alors, ça montre, pour vous montrer et donner un cadre à la transition, à montrer ce qu'une équipe peut faire, ce qui nécessite l'intervention d'une équipe plus grande, je vous propose un modèle. Donc, c'est un modèle inspiré par Agile Fluency. Donc, ça, c'est le modèle Agile Fluency, donc, tel qu'il a été repris dans mon livre « L'art de devenir une équipe agile », avec donc ce qu'on peut appeler des paliers, focalisation, technicité, optimisation. L'intérêt du modèle, c'est qu'il montre des objectifs, là où on veut arriver. Focaliser, ça veut dire qu'une équipe arrive à produire un résultat régulièrement à la fin d'un sprint. Et les efforts. Donc là, il met aussi, donc le modèle, il met à côté les efforts qu'il faut faire pour y arriver. Par exemple, pour arriver à la technicité, ça demande beaucoup d'investissement dans les compétences techniques pour le faire. Donc voilà, ce modèle est intéressant et donc j'ai eu envie de le réutiliser pour la décroissance. Alors évidemment, au lieu de le faire monter, je vais le faire descendre. Je vais le faire descendre, mais je vais garder les mêmes idées en changeant un peu les noms. Donc plutôt que focalisation, alors en plus de focalisation, je dirais, puisque ça se supplémente, voilà, la coopération. Donc coopération. Et donc ce modèle, on peut dire que c'est le modèle de l'agilité de la décroissance, le MAD. Et puis, on a toujours du mal à voir les zones dans Agile Fluency, comment elles s'appellent. J'ai parlé de paliers, ça peut être des zones, et finalement, je vais appeler ça des zones d'agilité de décroissance, des ZAD. Donc, des ZAD. Pour moi, j'ai fini, là. Je termine. Donc, des ZAD. Donc, la première ZAD, c'est coopération. Donc la coopération, c'est s'associer pour penser, rêver, faire ensemble. Voilà, et donc dans cette zone-là, on va préférer la convivialité à la récompense au mérite, la pluridisciplinarité plutôt que la spécialisation. Voilà, se situer à ce niveau-là implique donc se focaliser pour un résultat et en plus se poser des questions sur les valeurs sociales et écologiques, par exemple en utilisant l'outil OVNI pour prendre en compte dans le backlog qu'on va faire donc des priorités qui tiennent en compte de ces enjeux-là. La sobriété. Voilà, la deuxième ZAD, la sobriété. Alors c'est nécessaire de livrer souvent de la valeur, cette technicité. Donc ça nécessite des compétences et des capacités techniques. Il faudra en plus que les développeurs acquièrent des connaissances, des capacités dans ce qu'on appelle
dans ce qu'on appelle le numérique responsable, voilà, le numérique responsable, le développement soutenable. Et c'est dans cette zone qu'on peut commencer à faire des mesures d'impact sur le vivant, et qu'on peut utiliser l'outil Karmapolis qu'on vient de voir pour identifier les objectifs clés. Donc, commencer à prendre soin du vivant. Donc, voilà. Donc là, c'est encore des choses qui sont possibles au niveau de l'équipe. Pour aller plus loin, comme on l'a vu avec le projet A69, il faut faire autrement. Donc, c'est pas suffisant. Donc, il faudra aussi planifier au niveau organisation, donc les entreprises, l'État, agir. Et c'est là où on va retrouver la planification descendante, la planification étatique, ce qu'on appelle la planification écologique ou la planification pour les besoins. C'est là qu'elle va permettre aussi de prendre en compte les enjeux pour que les entreprises puissent se redéployer en arrêtant de faire des choses qui sont plus utiles, des besoins non essentiels, et donc en se concentrant sur les besoins essentiels. Alors bien sûr, c'est le plus délicat, puisque la planification pour les besoins, elle dépend de l'état dans lequel on est, donc du contexte. Elle dépend, il faut se mettre d'accord sur quels sont les besoins communs. Donc c'est une grande entreprise. Et attention, donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'on risque de retomber sur des gros processus et de perdre en agilité. Le dernier stade, c'était la post-croissance. Donc la post-croissance, Timothée Paric l'a définie comme une économie stationnaire en harmonie avec la nature où les décisions sont prises ensemble. Très bien, parfait. Post-croissance, c'est notre utopie. Donc mon message, c'est que vous pouvez agir dès maintenant à votre échelle sans attendre je ne sais quelle injonction extérieure. J'espère vous avoir donné l'élan pour essayer des trucs, pour vous, pour vos enfants, ou comme moi, pour vos petits-enfants. Voilà, c'est mon petit-fils que vous voyez sur la photo. Il est en train d'arroser un olivier que j'avais gagné à la tombola de l'arbre au printemps dernier. Nous l'avons planté ensemble. Et je souhaite que l'olivier et mon petit-fils poursuivent leur croissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère avoir donné le ton pour les 2 jours. Et il y a de nombreux sujets que j'ai fait esquisser, que vous verrez dans les conférences aujourd'hui et demain. Merci. Bonne journée.